Bon, je vous propose l'exercice numéro 1 du sujet 0 du brevet des collèges 2017, sujet qui sert à montrer un petit peu à quoi pourrait ressembler le brevet 2017. Donc cet exercice est très rapide. Il y a 4 affirmations dans des sujets divers. Ici vous avez des probabilités, des puissances de 10, géométrie, et ici volume. Donc je vous laisse faire, vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. A tout de suite. Alors, donc cette première affirmation, le sac contient 4 jetons verts. Alors, on va quand même faire un petit dessin. Donc vous avez ici un sac, alors que je dessinerai comme ça. Vous avez à l'intérieur 6 jetons rouges. Voilà. Vous avez 2 jetons jaunes. Et vous avez des jetons verts. Mais on ne sait pas combien. On peut mettre un petit point d'interrogation. Ce que vous savez par contre, c'est que la probabilité de tirer un jeton vert est de 0,5. Alors, l'affirmation, le sac contient 4 jetons verts. On va déjà regarder si le sac contient 4 jetons verts. Est-ce qu'on obtient une probabilité de 0,5? Dans ce cas-là, on a le nombre total de jetons, on va calculer. Nombre total de jetons, on aurait donc 4, 6, 10 et 2, 12. Voilà. La probabilité d'avoir le vert, vous le savez, c'est nombre de jetons verts divisé par nombre total. On aurait donc nombre de jetons verts 4 divisé par nombre total 12. 4 divisé par 12, donc ça donne 4 sur 3 fois 4, c'est-à-dire 1 fois 4 sur 3 fois 4, et on peut simplifier par 4, c'est le principe des fractions, ça nous donne 1 sur 3. 1 sur 3, qui est différent évidemment de 0,5, donc l'affirmation est fausse, parce que si vous aviez 4 jetons verts, vous n'auriez pas une probabilité de vert égale à 0,5. L'affirmation est fausse. Voilà. Exercice numéro 2. En tout cas, affirmation numéro 2. Alors, en informatique, on utilise les multiples de l'octet. Alors, vous avez 1 kilooctet. Donc, quand on a 1 kilo, alors le voyez un peu plus haut, ça fait donc 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 avec 3 zéros, donc 1000. 1000 octets. Vous avez ensuite le mégaoctet, c'est-à-dire 10 puissance 6, c'est le million. Donc c'est un 1 avec 6 zéros. Million. Vous avez la suite, donc le giga. Vous avez l'habitude avec les disques durs. Quand on achète un ordinateur, on doit savoir la taille de son disque dur, et ça se mesure en giga. Le giga, c'est 1 milliard. Donc vous avez 9 chiffres, 9 zéros. Et vous avez maintenant des disques durs, parce que ça augmente la capacité des téras, c'est-à-dire 10 puissance 12, qui sont 1 avec 12 zéros. Alors c'est assez impressionnant. Sachant, évidemment, après qu'il y a des liens plus simples entre chaque. Par exemple, dans un téra, il y a 1000, alors ça c'est un téra, vous avez 1000 gigas. Et vous avez 1 million de mégaoctets. Alors la question. On partage un disque dur de 1,5 téraoctets en dossiers de 60 gigas chacun. Combien y a-t-il de dossiers? Alors il faut donc, c'est tout bête, dans 1,5 téra, on va multiplier par 1000 pour avoir des gigas. On a donc 1500 gigaoctets, puisque ici le passage ici de là à là, c'est une multiplication par 1000. Donc dans 1,5 téra, vous avez 1500 gigas. Et on veut faire des dossiers de 60. Donc on calcule tout simplement 1500 divisé par 60. Alors on peut faire ça sans calculatrice. On simplifie déjà par 10, ça nous donne 150 sur 6. Et on essaie ensuite de diviser par 3. Alors 150 c'est 3 fois 50. Et 6 c'est 3 fois 2. Donc on simplifie par 3, il reste 50 sur 2. Qui nous donne 25. Effectivement, l'affirmation est vraie. On obtient bien 25 dossiers. L'affirmation est vraie.
Alors pour ceux qui en font de l'informatique, c'est une question qui est beaucoup plus facile que pour ceux qui n'en font jamais. Donc je vous rappelle les liens. 1 kg c'est la plus petite unité. Alors 1 kg c'est déjà 1000 octets. D'accord, la plus petite c'est l'octet. Quand vous en mettez par 1000, ça donne 1 kg, comme les kilogrammes. Ensuite le méga, on passe au million. Puis le giga, donc on est au milliard. Et le téra, alors on est donc à 12 zéros. Enfin, voilà. Mais souvent en les téra, on s'exprime plutôt par rapport à des gigas maintenant. Donc un téra, on sait que c'est 1000 gigaoctets. Voilà, j'espère avoir été clair. Maintenant, on peut passer à l'affirmation numéro 3. Voilà, on nous dit, est-ce que l'angle EAC mesure 137 degrés? Donc on connaît nous l'angle ABC. ABC qui est donné, c'est 43 degrés. Alors, on doit, évidemment, vous avez bien remarqué, on doit justifier les réponses. Donc pour justifier, il faut calculer. Donc on nous demande ici l'angle EAC, c'est-à-dire l'angle qui est ici. Voilà, combien fait cet angle? Alors, pour l'avoir, c'est simple, il nous faut l'angle ici BAC. Voilà. Et dans le triangle ABC, on n'a que l'angle 43, sauf que on a un triangle qui est isocèle par les codages ici rouges que j'ai indiqués. Donc ABC est isocèle. Donc BCA en face ici, c'est aussi 43. Ça, isocèle, donc isocèle en A, donc BCA égale CBA égale 43 degrés. Comme la somme des angles fait 180 degrés, donc BAC, eh bien ça fait 180 moins les deux angles de 43 degrés, c'est-à-dire 180 moins 86. Alors vous faites 180 moins 80, ça donne 100 moins 6, 94 degrés. Donc on a ici, alors je vais indiquer, voilà, 94 degrés. Ensuite, l'angle A, ici, EAB. EAB, ils sont alignés. Ça veut dire que ça c'est important comme information. Ça veut dire que l'angle EAB est un angle plat, ce qui vaut donc 180 degrés. Vous avez déjà donc 180 degrés, vous avez déjà 94 qui sont de l'autre côté. Il vous reste donc 180 moins 94, c'est-à-dire qu'il nous reste moins de 137. Donc on va quand même l'écrire. Ensuite, on a donc dans l'angle plat, on va le découper en deux, l'angle EAB, voilà, c'est l'angle qui fait 180. On va le découper en EAC plus EAC plus l'angle CAB. Et EAC, c'est ce qu'on cherche. CAB, on le connaît déjà, on vient de le trouver. C'est le même que BAC, c'est pareil. Ici, BAC. Vous avez donc 94. Donc EAC qu'on cherche, plus 94 degrés. Et ça, c'est un angle plat, c'est 180. Donc EAC vaut 180 degrés moins 94. Donc là, vous faites 180 degrés moins 90, qui fait 90, moins 4, 86 degrés. Alors sur le dessin, est-ce qu'on a cette idée? Effectivement, vous voyez cet angle sur le dessin EAC, il est plus petit qu'un angle droit, donc ça doit être plus petit que 190 degrés. Mais attention, les dessins sont rarement à l'échelle. Voilà. Maintenant, on passe à l'affirmation. Alors 4. Alors j'ai pas écrit, mais affirmation. Affirmation ici 3 est fausse. Voilà. Alors un verre en forme conique est complètement rempli. Vous avez ici, on va dessiner que la forme de cône, là où on met donc, vous imaginez ici vous avez un petit, voilà. On verse le contenu de sorte que la hauteur du liquide soit divisée par 2. Donc on remplit entièrement et ensuite on le vide de façon à ce que la hauteur arrive ici à la moitié du cône. C'est-à-dire vous avez un cône ici qui a une hauteur et on le vide nous au niveau de sa moitié. Le volume du liquide est divisé par 6. Alors ça c'est assez compliqué parce qu'il faut connaître bien la formule du volume d'un cône. Alors le volume d'un cône c'est, je vais vous le dire, en fonction de la hauteur et du rayon. Donc vous avez ici la hauteur, le rayon à la base c'est pi r carré fois la hauteur divisé par 3. Et donc on va calculer d'abord si on remplit la hauteur totale. Donc pour h entier, pour une hauteur h, le volume
c'est donc pi R2H sur 3. C'est une question qui est très difficile, ça, quand même. Si on prend la moitié de cette hauteur, ça veut dire qu'on prend un cône 2 fois plus petit en hauteur, donc vous aurez ici un cône. Combien est-ce qu'on a de volume d'eau, de volume dans un cône qui fait une hauteur ici de H sur 2? Eh bien, vous remplacez la formule H par H sur 2, ça nous donne pi R. Alors le rayon, déjà, a changé, hein, très important, donc il faut trouver le nouveau rayon. Alors, je vais l'appeler rayon 1, et H a été divisé par 2. Ça veut dire qu'il faut connaître le nouveau rayon. Alors, quel est le nouveau rayon? Je fais un dessin en coupe. Vous avez ici le rayon de base, la hauteur. Quand vous coupez ici, au niveau de la hauteur, le nouveau rayon, vous l'avez ici, R1. Comment est-il? D'après Thalès, ici vous avez milieu, milieu, vous avez deux parallèles. Conséquence, R1, c'est la moitié de R. Donc le volume pour H sur 2, eh bien on remplace R1 par le rayon de départ divisé par 2. Et tout ça au carré. On développe. C'est loin d'être facile pour un élève de collège. Ça fait donc R2 sur 4. Quand on met une fraction au carré, le numérateur et le dénominateur sont au carré. Donc on a R2 sur 4 multiplié par H sur 2. Et donc on divise par 3. On calcule ce qu'on a en haut. Pi R2H sur 8 divisé par 3. Le volume donc est de pi R2H sur 8 multiplié par l'inverse de 3, c'est-à-dire un tiers. Et on a donc pi R2H sur 24. Alors au départ, vous avez une division par 3, à la fin une division par 24, donc le volume de H est 8 fois plus grand que le volume pour la hauteur divisé par 2. Donc l'affirmation est fausse, puisqu'on vous disait que le volume du liquide était divisé par 6. Donc affirmation fausse. Alors, il y avait une autre façon de raisonner que vous auriez pu indiquer, c'est qu'ici, vous pouvez dire que une fois qu'on a divisé par 2, le cône qu'on obtient est 2 fois plus petit. Vous avez un cône ici 2 fois plus petit. Et on sait que quand on divise les longueurs, eh bien, les volumes sont divisés par 8, c'est-à-dire le cube de 2. Et ça, après, il faut le savoir, c'est quand on multiplie, donc par exemple, dans un rectangle, tous les côtés, on les multiplie par 2, et bien le volume est multiplié par 8. Et bien ici, c'est un peu le cas, puisque votre cône est 2 fois plus petit, donc il va être divisé par 8 dans ce sens-là. Voilà. Pour les calculs, vous voyez, c'est assez compliqué quand même, donc c'est une question qui est loin d'être facile. Je pense pas que la plupart des élèves pensent à calculer V de H sur 2 en adaptant ici le rayon. Donc la plupart vont plutôt utiliser l'argument de cette multiplication par 2 ou cette division par 2 des longueurs qui indique une division par 8 et non pas une division par 6. Voilà. À très bientôt pour la suite de cette épreuve qui est loin d'être inintéressante pour l'instant.